Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études transnationales, francophones et comparées. Études transnationales, francophones et comparées. Transnationales, Francophone and Comparative Studies. Collection dirigée par Book Series directed by Hafid Gafaiti. Les mouvements migratoires dans le monde ont donné naissance à des diasporas et des cultures immigrées qui simultanément transforment les sociétés et contribuent à la formation d'identités et de cultures globales et transnationales. Le but de cette collection est d'explorer les processus à partir desquels ces phénomènes ont donné naissance à des cultures nationales et transnationales, ainsi que d'analyser les modalités selon lesquelles les diasporas contribuent à la production de nouvelles identités et discours qui défient les modes de pensée traditionnels sur l'identité, la nation, l'histoire, la littérature, l'art et la culture dans le contexte postcolonial. Elle vise à contribuer au débat sur ces phénomènes, leurs problématiques et discours à partir d'une perspective interdisciplinaire et plurilingue, au-delà des cloisonnements idéologiques, politiques ou théoriques. Elle a également pour but de renforcer les liens entre la théorie critique et les études culturelles. Finalement, son objectif est de développer les relations entre les études francophones, anglophones et comparées, dans un cadre transnational. Cette collection tente de multiplier les échanges entre les universitaires et étudiants francophones, anglophones et autres et de transcender les barrières culturelles et linguistiques qui caractérisent entre nombre de publications. Migratory movements in the world have led to the formation of diaspora and immigrant cultures that transform both societies and immigrants themselves, while contributing to global or transnational identities and culture. The aim of this book series is to explore the processes by which these phenomena led to a constitution of national and transnational culture. In addition, it studies how diaspora contribute to the construction of new identities and discourse that challenge traditional ways of thinking about identity, nation, history, literature, art and culture in the postcolonial context. It aims to contribute to the discussion of these issues from an interdisciplinary and multilingual perspective beyond ideological, political and theoretical exclusion. Its objective is to reinforce the links between critical theory and cultural studies, and to develop the relation between francophone and comparative studies in a transnational framework. This book series atteint, on the one hand, to enhance the communication and to strengthen the relation between francophone, anglophone and other scholars and students, and on the other hand, to transcend the cultural and linguistic barriers that still characterize many publications. Dédicace à Albert Valdman. En reconnaissance d'une vie et d'une carrière qui ont inspiré cet ouvrage. Remerciements. Cet ouvrage est le fruit de bien des personnes qui ont consacré un grand nombre d'heures et d'inestimables quantités d'énergie pour rendre possible ce volume, et je tiens à les remercier tous. Je voudrais d'abord remercier mon ancien collègue de Texas Tech University pour son soutien pour ce projet. Sans leur inspiration, leur aide et leur encouragement, ce volume n'aura jamais vu le jour et pour tout cela j'en serai toujours reconnaissant. J'aimerais surtout remercier les collaborateurs de ce volume pour leur travail, leur énergie, leur patience et leur soutien. C'est grâce à leurs recherches et à leurs efforts vis-à-vis les jeunes d'héritage francophone aux USA que ce volume a pu être réalisé. Je les remercie infiniment tous pour leurs contributions importantes et de haute qualité. Je remercie de même ma famille, ma femme Amber et mes 2 enfants Henry et Fiona pour leur humour et sourire et pour leur soutien. Finalement, je remercie tous qui font leur part pour promouvoir la langue française et la culture francophone auprès des jeunes d'héritage francophone aux USA. Les chercheurs d'université, les professeurs de français, les francophones qui partagent leur langue et leur culture avec leurs enfants et petits-enfants, les individus qui cherchent à promouvoir la francophonie dans leur communauté et bien d'autres dont les efforts ne sont peut-être pas toujours reconnus. C'est grâce à vous et à vos efforts que cette langue et cette culture, le bien et moyen d'expression d'innombrables générations qui vous ont précédé, peut continuer à survivre et à raconter à de nouvelles générations sa belle histoire d'amour. La jeune francophonie américaine, le contexte historique et social. Joseph Edward Price, Université d'Arizona.
Ce livre se consacre au rôle du français et de la culture francophone aux États-Unis d'Amérique, chez les jeunes d'héritage francophone. Les jeunes représentent l'avenir de la langue et de la culture. C'est à eux que sont confiés non seulement le système grammatical d'une langue, mais aussi la compétence communicative, pragmatique et sociolinguistique et tout un ensemble de connaissances qui constituent la mentalité et la perspective d'un groupe ethnoculturel. La survie d'une langue et d'une culture dépend donc de cette génération, par la transmission de celle-ci aux jeunes, par leur acquisition de la langue et à leur tour, par la transmission de cet héritage à de nouvelles générations qui leur succèdent. Dans un cadre social où la langue est stigmatisée ou est en train de se perdre chez les jeunes, ce qui semble être le cas aux États-Unis, pays où la pression pour l'assimilation culturelle et linguistique a été historiquement très forte et où le bilinguisme n'a pas été toléré ou soutenu par les structures politiques et sociales, la grande question qui se pose est la suivante: est-ce que la culture peut survivre sans la présence de la langue ? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra se considérer cadien louisianais ou franco-canadien sans la présence de la langue française ? De même, on se demande si la langue peut survivre chez quelqu'un qui ne possède pas et qui ne pratique pas la culture de la langue d'origine. Certes, il y a une connexion forte entre langue et culture, et il sera donc question ici non seulement de la langue française aux USA, mais aussi du contexte social et des structures de soutien telles que le système éducatif et la politique. En considérant le rôle du français chez les jeunes, il faudra donc tenir compte du cadre global dans lequel la langue opère chez locuteurs pleins et natifs, et dans lequel elle sera éventuellement transmise et acquise par une nouvelle génération. En considérant le rôle des langues et des cultures secondes aux États-Unis, nous pouvons identifier deux tendances vis-à-vis le contexte social et historique dans ce pays. Premièrement, une longue histoire de multilinguisme et multiculturalisme, propulsée par l'arrivée des millions d'immigrés au cours de 3 siècles et par leurs efforts de maintien culturel et linguistique, et deuxième, un contre-courant fort, motivé par des facteurs sociaux pour l'assimilation vers un modèle monolingue anglophone. En entamant la considération du contexte social, il sera d'abord question de la diversité culturelle et linguistique. Malgré la réputation de pays monolingue dont jouit les États-Unis, la diversité culturelle du pays est par contre bien connue. Cette diversité culturelle comprend bien sûr des cultures francophones, et l'exemple de la Louisiane et ses traditions culturelles, culinaires, musicales et linguistiques ont toutes été rendues célèbres dans les films et dans la culture populaire. Il s'avère cependant que la culture francophone aux États-Unis ne se limite pas uniquement à la Louisiane. Dans certains cas, comme dans les 6 États de la Nouvelle-Angleterre, le Connecticut, le Rhode Island, le Massachusetts, le New Hampshire, le Maine et le Vermont, situés au nord-est des USA, la langue française et la culture francophone persistent en tant que vestige d'une immigration québécoise massive qui a eu lieu entre 1860 et 1930 environ. Dans d'autres cas, la culture francophone témoigne d'une présence continue depuis plusieurs siècles et la langue française s'y sert d'outil de communication quotidienne, ce qui est le cas de la vallée Saint-Jean au nord de l'État du Maine. Dans d'autres endroits, le français est une langue culturelle historique, comme dans les enclaves de Frenchville, Pennsylvanie, ou Sainte-Geneviève, Missouri, ou une langue d'une immigration plus récente, comme on trouve dans certaines grandes villes américaines. Quelle que soit la situation historique, le rôle du français et de la culture francophone chez les jeunes est complexe et mérite des recherches importantes. Les contributeurs dans cet ouvrage considéreront des aspects différents touchant au rôle du français et de la culture francophone, dans la vie des jeunes d'héritage francophone ou de ceux vivant en milieu historiquement francophone. Nous viserons ici en particulier les 2 grandes aires linguistiques et culturelles ayant une population d'héritage francophone importante, la Louisiane et la Nouvelle-Angleterre. Ces 2 régions ont une longue histoire de contact entre l'anglais et la langue et la culture francophone. Comme c'est le cas dans beaucoup de contextes touchant à d'autres langues et de cultures d'héritage aujourd'hui aux États-Unis, les jeunes d'héritage francophone dans ces régions ne savent parler français que rarement, et leur capacité de comprendre la langue s'est également avérée beaucoup diminuée au cours de décennies de pression pour l'assimilation linguistique et culturelle selon le modèle anglophone. Néanmoins, grâce aux efforts de maintien linguistique et de promotion culturelle qui se sont effectués depuis les années 1960, le débit de cette assimilation s'est peut-être assez ralenti,
et la présence de la culture francophone continuera à se faire sentir dans ces régions pour au moins quelques générations de plus, même si l'avenir linguistique du français ne semble pas actuellement très prometteur. Pour comprendre la situation linguistique et culturelle dans laquelle nos auteurs procéderont dans leur contribution, il faudra d'abord comprendre un peu mieux la situation historique du multilinguisme aux États-Unis, comme je le ferai dans la section suivante. Après, je fournirai un survol bref de la Louisiane et de la Nouvelle-Angleterre, mettant l'appui sur le rôle du français et de la culture francophone dans son contexte historique et actuel. Je conclurai avec une discussion des problèmes que confrontent les jeunes d'héritage francophone et les questions abordées par les auteurs dans leurs contributions. Le contexte historique du multilinguisme aux États-Unis. Malgré les apparences, les États-Unis sont loin d'être un pays monolingue. Selon des statistiques de la MLA, Modern Language Association of America, datant de 2010, sur quelques 290,8 millions d'habitants, 57 millions de personnes, soit 19,6% de la population totale, se servent le plus souvent d'une langue qui n'est pas l'anglais, ce dernier parlé en tant que langue maternelle par environ 233,7 millions ou 80% de la population. On compte aux États-Unis, parmi les langues ayant plus de 200 000 locuteurs, une trentaine de langues, dont l'espagnol, 35,4 millions de locuteurs natifs soit environ 12% de la population, le chinois, 1,68 million, le tagalog, 1,54 million et le vietnamien, 1,29 million. Le français, langue maternelle de quelque 1,28 million de personnes, 0,44% de la population du pays, est la sixième langue la plus parlée aux États-Unis, possédant plus de locuteurs natifs que le coréen, l'arabe, le japonais, l'hindi, l'allemand, l'italien, l'hébreu, le polonais, le russe, le portugais et le mandarin, parmi d'autres, groupes qui, par leur immigration importante vers les USA, ont manifesté jusqu'à présent une influence culturelle forte dans ce pays. La qualité multiculturelle des États-Unis n'est pas surprenante. On voit l'influence de bien de nombreuses cultures établies aux USA dans les films, la publicité, la littérature américaine, les noms de famille, et dans des aspects variés de la vie américaine de tous les jours, tels que les traditions, les fêtes, la nourriture, etc. L'Américain en général accepte, tolère et même apprécie les différences culturelles, mais cette tolérance se limite fréquemment aux manifestations culturelles plutôt superficielles telles que la cuisine, les traditions, l'habit, etc. Ce qui est beaucoup moins toléré chez les Américains est la diversité linguistique. Si la pression ressentie par les immigrés vers l'assimilation avait quelques cibles en particulier, c'était la langue. Ne pas parler anglais était devenu très tôt dans l'histoire du jeune pays, symbole extérieur d'une non-appartenance de la part de l'immigré, et de sonner sur le territoire à la culture générale américaine, un rejet flagrant et palpable des valeurs américaines, de la vie américaine, de l'Amérique elle-même. La culture, pour sa part, était également ciblée, mais en général, l'Américain tolérait que l'immigré conservait les traditions du pays mère, pourvu qu'il parlait anglais en public, même s'il y avait un accent prononcé. De plus, on s'attendait à ce que l'assimilation culturelle prenne du temps, parfois plusieurs générations, et donc un certain bilinguisme se tolérait dans la mesure où il représentait une étape transitoire aboutissant à un monolinguisme et un monoculturalisme anglo-américain. Si l'usage d'autres langues persistait chez certains, cet usage était fortement stigmatisé, associé avec l'ignorance, un manque d'éducation, et des conditions socio-économiques défavorisées. L'étude des langues étrangères, par contre, était historiquement encouragée, considérée partie d'une formation équilibrée, surtout l'étude des langues classiques, le latin et le grec ancien. D'autres langues, surtout le français, jouissaient d'un certain prestige en tant que langue de culture et d'usage pratique pour les voyages. L'italien et l'allemand, pour leur part, jouaient également un rôle dans le système éducatif pour des raisons culturelles ou scientifiques. En général, la communication, et donc la connexion avec les cultures utilisant ces langues aux USA, n'était pas le but de l'instruction des langues étrangères avant le XXe siècle. D'ailleurs, on considérait les versions du français, de l'italien, de l'allemand, etc. parlées aux États-Unis par les groupes immigrants comme des déformations de la bonne forme de la langue, incompréhensibles et non dignes d'être parlées, et encore moins appropriées en tant qu'objet d'étude et d'instruction. En plus des conditions sociales,
La situation politique exerçait une pression considérable sur l'étude de certaines langues au cours du XXe siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, l'anti-germanisme aux USA s'étendait non seulement à la surpression de l'étude de l'allemand dans bien des écoles, mais entraînait des changements des noms des familles, des villes, des rues et de toute évidence de provenance allemande. Pendant cette période, on voyait également une série de lois dans certains États américains qui avaient comme but le contrôle du rôle des langues étrangères dans l'enseignement public. Dans quelques États, l'instruction en langue autre que l'anglais était interdite complètement. Dans d'autres, on permettait un certain nombre d'heures par semaine d'instruction en langues étrangères, mais sous des conditions limitées. De plus, l'instruction en certaines langues, surtout l'allemand, le japonais et le russe, a été découragée et limitée pendant la Deuxième Guerre mondiale et la guerre froide. En réalité, le système législatif a beaucoup aidé dans les efforts d'assimilation linguistique vers une politique English only. Malgré quelques efforts premiers vers une tolérance multilingue, reconnaissance officielle en Californie des droits des hispanophones en 1849, autorisation gouvernementale de l'éducation bilingue en Louisiane en 1847, depuis la guerre civile américaine, 1861 à 1865, une série de lois importantes promulguées par bien des États et par le gouvernement fédéral visaient et contrôlaient la place des autres langues dans toute sphère officielle et publique. D'une part, l'action législative trouvait ses motivations dans la nécessité de contrôler les populations amérindiennes dans les nouveaux territoires de l'Ouest. Le gouvernement fédéral y a installé des écoles pour enseigner l'anglais. D'autre part, les nouvelles grandes vagues d'immigration dans l'Est du pays exigeaient une politique d'assimilation. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que l'éducation devienne obligatoire dans la plupart des États pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, et que les lois interdisent l'usage d'autres langues dans les cadres officiels et éducatifs. Aux années 1950 et 1960, les changements profonds au plan politique, sociaux et culturel aux États-Unis ont entamé un nouvel intérêt aux langues étrangères, et un processus de revendication des droits des groupes minoritaires, y compris les droits linguistiques. La guerre pour l'espace, dominée par les soviétiques à la fin des années 1950, a poussé le gouvernement national à promouvoir l'étude des mathématiques, des sciences et des langues étrangères dans les écoles, financées par d'énormes sommes d'argent provenant de Washington vers les États. L'éducation bilingue, autorisée par le gouvernement fédéral et par un grand nombre des États à la fin des années 1960, prend rapidement racine, même si ce sont principalement de programmes de transition où l'enseignement en langue maternelle se fait pour faciliter une acquisition rapide de l'anglais. En même temps, une nouvelle vague d'immigrés hispanophones, surtout ceux venant du Mexique, a profondément touché les États-Unis depuis les années 1920 et après 1960 en particulier. Face aux menaces posées par la langue et la culture hispanophone, certains États ont choisi d'adopter légalement l'anglais en tant que langue officielle, situation nécessaire à leurs yeux, puisque les États-Unis n'ont jamais désigné aucune langue en tant que langue officielle au niveau de loi. La revendication des droits civils de la part des Noirs américains et des Amérindiens aux années 1960 et 1970 inspirait des mouvements parallèles, avec la création en Louisiane du Codophile, Council on the Development of French in Louisiana, sous les efforts du sénateur américain M. James Domangeau en 1968, et en Nouvelle-Angleterre aux années 1970 par le COFOFINE, Council on the Development of French in New England, un mouvement pour la revitalisation et la promotion de la culture franco-américaine basé dans plusieurs universités de la région. Depuis les années 1980, on aborde aux USA de plus en plus des questions de droits civils et linguistiques pour les immigrés et citoyens pour qui l'anglais n'est pas la première langue, surtout les hispanophones, y compris accès aux services gouvernementaux tels que l'éducation, la sécurité sociale, l'assistance sociale, parmi d'autres. Il faut constater que la présence d'énormes nombres d'hispanophones et de gens d'origine hispanophone a eu une influence importante sur le caractère culturel et la politique américain, surtout en ce qui concerne la pression pour l'assimilation et la tolérance linguistique et culturelle. Les États-Unis deviennent, selon les apparences au moins, pays bilingues, avec l'usage fréquent de l'espagnol observé partout, surtout au ouest et sud-ouest. À l'écrit dans les documents gouvernementaux et commerciaux et à l'oral dans les services publics, commerciaux et dans la communication quotidienne entre particuliers. Il est possible, quoique parfois difficile,
de mener sa vie entièrement en espagnol aux États-Unis. Selon des statistiques récentes, le pays figure parmi les plus grands pays hispanophones du monde, en deuxième place après le Mexique. Les hispanophones aux USA représentent une puissance politique extrêmement importante aujourd'hui, surtout au niveau du vote, et les politiciens y font très attention. Comme résultat, les États-Unis sont aujourd'hui plus tolérants de la diversité linguistique que par rapport au passé, et l'étude de langues étrangères est plus pratiquée et à un âge de plus en plus bas. Malgré cette nouvelle tendance vers la tolérance multilinguistique et multiculturelle, il reste à voir si cette tolérance s'étendra à d'autres langues et cultures aux USA, surtout celles qui, comme le français en Louisiane et en Nouvelle-Angleterre, ont souffert d'une stigmatisation importante et de la pression pour l'assimilation. La Louisiane. La Louisiane est sans doute la région francophone la mieux connue aux États-Unis, surtout grâce aux images de la culture diffusées dans les films, à la télévision et par l'influence de sa musique et ses traditions culinaires. Ces images, pour toute leur valeur de promotion culturelle, ne représentent qu'une petite partie d'une culture assez complexe et diverse. En fait, on peut distinguer plusieurs variétés de français parlés historiquement en Louisiane, selon les désignations des chercheurs variés, dont français cadien, anciennement appelé français cajun ou cadjin, français colonial, français acadien, français des plantations, etc. Il existe en plus le créole louisianais, basé sur le français mais contenant de fortes influences de l'amérindien, de l'espagnol et de plusieurs langues africaines, produit du système d'esclavage et qui ne s'entend que rarement aujourd'hui. Le regroupement principal de francophones en Louisiane se trouve dans une région qu'on appelle le Triangle français, région du sud de l'État comprenant le delta du Mississippi. La Nouvelle-Orléans, pour sa part, malgré les évidences d'une culture francophone, son célèbre Mardi Gras et de nombreux restaurants connus proposant des plats traditionnels, n'est plus considérée ville francophone et se trouve à l'extérieur des limites du triangle francophone. Son français, rarement entendu de nos jours, étant un vestige du français de l'époque coloniale, français colonial, le bien d'une population francophone venue directement de France. La Louisiane, au moment de son achat par les USA de France en 1803, était le nom donné à une région énorme qui couvrait une grande partie du territoire de l'ouest du Mississippi jusqu'à l'océan Pacifique. Le terme Louisiane, tel qu'utilisé dans ce chapitre et par les auteurs de ce collectif, désignera en général l'État américain actuel. La Louisiane actuelle est une zone qui, depuis l'arrivée des Européens, a toujours été une région d'un contact intense entre des populations, des langues et des cultures diverses. Les populations indigènes, locuteurs de langues africaines, les hispanophones, les francophones, les anglophones et de nombreux groupes d'immigrés venus de pays européens, surtout italiens, grecs et irlandais et plus récemment asiatiques, surtout des Vietnamiens. En ce qui concerne le français et la culture francophone, la source de contact principale était celle entre la culture francophone d'origine acadienne et la culture américaine. Dans ce contexte, la pression pour l'assimilation vers le modèle linguistique et culturel anglo-américain et la stigmatisation de la langue et de la culture cadienne ont toutes les deux contribué à une perte progressive de l'identité essentielle de la Louisiane francophone au cours de plus de 2 siècles. Depuis les années 1960, des efforts de maintien et de renouveau culturel et linguistique ont essayé de ralentir, sinon renverser, cette tendance. La présence de francophones en Louisiane date dès le XVIIe siècle. Après une période d'exploration, René-Robert Cavelier de La Salle prend possession de l'énorme territoire qui deviendra la Nouvelle-France au nom du roi Louis XIV, pour qui il sera bientôt nommé la Louisiane. On voit peu après les premiers établissements permanents. Natchitoches en 1714, la Nouvelle-Orléans en 1718 et Bâton Rouge en 1720. La colonisation de ce qui deviendra l'État de Louisiane sera lente et difficile, compliquée par la politique. La France cède possession d'une grande partie de la Nouvelle-France à l'Espagne, l'ouest du Mississippi, par le traité de Fontainebleau en 1762, et le reste de la colonie, y compris le Canada, à l'Angleterre par le traité de Paris en 1763. Les termes du traité de Paris permettaient une période d'émigration non restreinte de 18 mois, ce qui a motivé l'arrivée en Louisiane en 1765 de quelques centaines d'Acadiens, eux-mêmes déportés en masse de l'Acadie, la Nouvelle-Écosse actuelle, par les Anglais de façon systématique et organisée en 1755, un acte fameusement connu aujourd'hui par le terme le Grand Dérangement.
Ce groupe d'Acadiens, et d'autres groupes pareils qui arrivent au territoire dans la même période, trouvent un pays déjà francophone et tolérant de sa civilisation, et une gouvernance espagnole récemment établie ne semble pas avoir eu de grands effets négatifs sur la culture acadienne. En 1803, la Louisiane devient possession de France qui la revend presque immédiatement aux États-Unis. L'acquisition de ce nouveau territoire a attiré beaucoup de nouveaux immigrés américains, et beaucoup d'Acadiens se sont déplacés vers les régions moins habitées pour s'isoler de la culture anglophone, surtout dans les zones marécageuses près du delta du Mississippi, les bayous. Déplacés de nouveau, les Acadiens, souvent appelés Cadiens pour les distinguer des Acadiens du Canada, croissent en nombre et en influence dans le sud de Louisiane jusqu'à l'aube du XXe siècle, développant et préservant leur culture et langue dans des communautés où la langue dominante est le français. Au XXe siècle, on voit une série de changements sociaux, culturels et législatifs qui ont eu l'effet de promouvoir l'effacement du français et l'affaiblissement de la culture traditionnelle. D'abord, une série d'actions législatives au plan éducatif, l'éducation obligatoire en 1916 et une loi exigeant que l'action se fasse uniquement en anglais en 1921. Rushton, 1980 page 147, cite le rôle de l'industrie pétrolière en mettant les francophones en contact avec une population anglophone, par la présence de nouveaux habitants amenés par cette industrie, mais aussi le contact entre ouvriers francophones et anglophones, y compris les patrons, souvent anglophones. De même, les deux guerres mondiales ont mis bien des Acadiens francophones en contact avec d'autres anglophones, et tout au cours du XXe siècle, les nouvelles technologies telles que l'automobile, la radio et la télévision ont toutes facilité un contact plus important avec le monde anglophone, qui exerçait déjà depuis longtemps une pression sociale générale pour l'assimilation linguistique et culturelle. Contrairement à la situation en Nouvelle-Angleterre, où les francophones ont habité en milieu urbain dans une série d'isolats entourés d'anglophones, les francophones de Louisiane, d'ailleurs plus grands en nombre, occupaient une zone beaucoup plus étendue et développaient une culture qui comprenait une littérature développée, des journaux, des traditions élaborées et leurs propres traditions folkloriques, confèrent. Fortier 1895, artisanale, musicale et culinaire, développée sur le sol. L'assimilation qui atteignait son apogée au XXe siècle a tout naturellement motivé un nouvel intérêt de la part de chercheurs pour la langue et la culture de Louisiane, ayant comme but la documentation d'une présence francophone qu'on voyait déjà en voie de disparition. On voit par exemple, entre 1920 et 1968, un grand nombre d'études sur la langue, des descriptions générales Bernard 1933, Lane 1934, 1935, Arsenault 1937, Hickman 1940, Trappet 1940, Barbeau 1957, Tiche 1959, des ouvrages traitant du lexique, d'Aigle 1934, de Blanc 1935, Dugas 1935, Phillips 1935, Viator 1935, Guilbeault 1936, Montgomery 1936, Trahan 1936, Babin 1937, Hearst 1937, Olivier 1937, Janson 1938, Granier 1939, Parr 1940, Barnhill 1950, Guilbeault 1950, Iseringhausen 1956, Babington et Atwood 1961, Lecomte 1967. De la phonétique Phillips 1945, Garner 1952, Nelson 1965, et de la syntaxe Chaudoir 1938, Conwell et Juillan 1963, pour en identifier quelques exemples. L'année 1968 marque un point tournant important pour la langue française en Louisiane, l'année de la fondation du Conseil pour le développement du français en Louisiane, CODOFIL, Council on the Development of French in Louisiana. Créé principalement sous les efforts du sénateur James Domengeau, qui en était également le premier président, l'organisation était créée par la législature de Louisiane pour, selon le texte de l'acte législatif, faire tout ce qui est nécessaire pour encourager le développement, l'utilisation et la préservation du français tel qu'il existe en Louisiane pour le plus grand bien culturel, économique et touristique pour l'État. Dès ses débuts, le CODOFIL a visé l'instruction en français en tant que moyen de préserver et promouvoir le français, mais un grand problème pour Domengeau et pour le CODOFIL en général était la question de quel français enseigner, une question traitée en détail par Ansley 1988. Pour Domengeau, hausser le prestige du français en Louisiane correspondait à l'idée d'enseigner le français standard. Pour ce faire,
le Codophile a recruté des enseignants francophones de France, de Belgique et du Québec, une décision qui a provoqué une réaction parfois négative de la part du public, surtout des enseignants louisianais. Par les années 1980, suite à une série d'enquêtes extérieures proposant une louisianification de l'instruction, c'est-à-dire une plus grande place pour la culture et surtout la langue cadienne, celles-ci ont commencé à jouer un plus grand rôle, mais les programmes du Codophile continuent jusqu'à nos jours à viser le français international. Le Codophile, pour sa part, ne concentrait pas ses efforts uniquement à l'instruction, mais aussi à la promotion de la culture, et comme Ancelet 1988 explique, ces efforts ont réussi à monter le prestige de plusieurs aspects de la culture traditionnelle depuis les années 1970, comme le reflète la popularité et la place de la culture cadienne dans la culture populaire américaine en général et aussi une nouvelle de recherche sur le folklore, par exemple, Saucier 1972, Godet 1984, Ancelet 1994. Et la musique, Ancelet 1989, François 1990 en particulier. On voit une nouvelle série d'études sur la langue cadienne, surtout traitant des questions plus théoriques, par exemple Brown 1988, Waldman 1997, que celles effectuées au passé. Aujourd'hui, la réception par le public de la culture cadienne est généralement très positive. On peut dire que la Louisiane a eu beaucoup de succès à faire la promotion de sa culture, mais en ce qui concerne l'acquisition de la langue par les jeunes, il semblerait que les efforts aient eu moins de succès. En comparant les données de l'American Communities Survey, basées sur des échantillons démographiques tirés des recensements USA, on voit un déclin dans le nombre de locuteurs du français en général entre 2000 et 2010, de 179 750 locuteurs du français en Louisiane en 2000 à 115 183 en 2010, soit une perte de 35,9%, et un déclin plus dramatique chez les 5 à 17 ans pendant cette période. De 15 930 jeunes locuteurs de la langue en 2000 à 7 825 en 2010, une perte de 50,9%. Ces chiffres sont des estimations, certes, mais indiquent néanmoins qu'une perte générale est en train de se faire parmi ce groupe, même si l'étendue de cette perte reste à débattre. Pour sa part, le Codophile et tous qui sont impliqués dans les efforts de maintien et revitalisation linguistique en Louisiane devront mieux viser la langue elle-même et son acquisition, et encourager son usage, s'ils désirent réaliser les objectifs d'origine de cette organisation qui sont encore, presque 50 ans plus tard, loin d'être accomplis. La Nouvelle-Angleterre. La deuxième zone francophone importante aux États-Unis se trouve en Nouvelle-Angleterre, au nord-est du pays. Comme l'observe Miller, 1969, la francophonie en Nouvelle-Angleterre consiste en fait en plusieurs types, dont les enclaves, où la population existe en tant que communauté à part en plein milieu anglophone, et les contextes de contact, où la population se trouve entre une population anglophone et une population francophone. Ce dernier type est celui qui caractérise la vallée Saint-Jean, au nord de l'État de Maine, où il existe une population d'origine acadienne ayant contact direct avec une population majoritairement francophone immédiatement avoisinante au nord au Canada, et en même temps accès à une culture anglophone dont elle fait officiellement partie et qui l'entoure des autres côtés. La situation de la vallée Saint-Jean sera traitée en détail de plus tard dans ce volume. Il sera plutôt question dans cette discussion du français des enclaves qui se trouvent partout ailleurs en Nouvelle-Angleterre. La présence d'une population francophone historique dans cette région est un fait peu connu aux USA, même dans la région elle-même. Ceci est dû à plusieurs facteurs. D'abord à un isolement du reste de la société générale, entrepris par cette population francophone comme moyen de préserver leur langue et leur culture et de résister à la pression pour l'assimilation, et deuxième, à une perte rapide de la langue française depuis la Deuxième Guerre mondiale. En raison de sa proximité de la Nouvelle-France, le Québec actuel, la région a eu fréquemment contact avec le français et la culture francophone au cours de son histoire. À part le passage premier d'explorateurs, chasseurs et pêcheurs itinérants, on compte l'établissement d'une colonie faillie, Sainte-Croix, Maine 1604, d'au moins un fort, Pentagouette, dans le Maine actuel vers 1625, Immigration des Huguenots au XVIIe et XVIIIe siècle, et l'établissement des Acadiens dans la vallée Saint-Jean après 1785. Vers 1860, on voit déjà les débuts d'une immigration de francophones provenant du Québec, une immigration qui s'accéléra rapidement vers 1900 et qui continuera jusqu'aux années 1920.
Selon certains par exemple, Vicero 1968, La Voix 1981. Le nombre d'immigrés d'origine québécoise atteint presque 1 million de personnes, poussés vers la Nouvelle-Angleterre par des conditions économiques difficiles au Québec et attirés vers les villes de la région par une industrie textile en plein essor et en besoin de main-d'œuvre. Les conditions de vie pour ces immigrés dans la Nouvelle-Angleterre étaient déplorables. Salaire de misère, travail dangereux et difficile dans les usines, de longues journées ouvrables, l'emploi de jeunes et logements malsains et bondés de monde. Pour ces immigrés, ces difficultés représentaient à leurs yeux une période difficile qu'il fallait supporter jusqu'à ce que les conditions de leur pays d'origine se soient améliorées et qu'ils aient gagné assez d'argent pour pouvoir y retourner. Ils ne se considéraient pas partie de la culture générale, et donc ils pratiquaient le maintien de leur langue et de leur culture par le regroupement dans des quartiers franco-canadiens qui développaient dans les villes textiles, telles que Lowell, Massachusetts, Lewiston, Maine, Pawtucket, Rhode Island, parmi d'autres. La vie dans ces communautés francophones à part, ces petits Canada comme on les désignait, se distinguait par l'usage du français et par l'établissement de structures sociales assurant un usage du français comme langue unique. Les écoles, les églises, les associations sociales, les commerces, les journaux, etc., tous s'adressant à la communauté francophone et offrant leurs services en français. Cette situation a pu persister intacte pendant plusieurs générations, malgré le fait bientôt évident qu'il s'agissait d'une immigration permanente. Par l'avènement de la Deuxième Guerre mondiale, l'affaiblissement de cette culture et la perte de la langue traditionnelle étaient déjà manifestes. Déjà une génération de jeunes avait subi un contact forcé avec la population majoritaire anglophone, s'engageant souvent dans l'armée américaine avec une connaissance imparfaite de l'anglais. Si ces jeunes francophones ont réussi à revenir dans leur communauté et à maintenir la langue et la culture franco-canadienne après la Première Guerre mondiale, leurs enfants et la génération la Deuxième Guerre mondiale n'ont eu ni les mêmes succès ni la motivation de rester isolés. Fini le combat, cette génération a choisi l'assimilation. Ce qui complique la situation dans les enclaves de la Nouvelle-Angleterre tout au long de son histoire, est la stigmatisation de la langue et de la culture francophone, pas uniquement par la culture anglophone, mais aussi par les Franco-Canadiens eux-mêmes, comme le note Doughty 1995. Cette stigmatisation avait comme cause l'association des Franco-Canadiens avec les conditions économiques défavorisées. Les différences de culture, y compris la religion catholique, et leur langue contribuaient à ces préjugés. Leur français, bien sûr, était à sa base un français québécois rural qui ne différait pas en peu du français européen enseigné dans les écoles. Les enfants, pour leur part, sont punis à l'école pour avoir parlé français et la culture en général ne tolère ni leur isolement du reste de la société ni leurs différences culturelles et linguistiques. Ils sont traités d'inférieurs sociaux. Comme résultat, beaucoup de parents francophones ont décidé de ne pas parler français à la maison, et les enfants issus de familles francophones ont souvent essayé de se débarrasser de toute trace de leur héritage, cachant ou même oubliant leur connaissance du français et anglicisant leurs noms ou les écrivant de façon de les rendre plus prononçables. Le blanc devient white, Pelletier devient Pelquet, et moins français. C'est dans ce cadre d'une assimilation forcée et de stigmatisation que l'on note déjà au moment de la Deuxième Guerre mondiale le déclin du français dans ces communautés, et il commence alors à apparaître un bon nombre d'écrits sur la langue française et la culture francophone de la Nouvelle-Angleterre. Depuis les années 1940, on voit des ouvrages sur la culture franco-canadienne, Thériault 1958, Carpenter 1958, Fecteau 1958, Brault 1972, Quintal 1982, Roby 1990, L'histoire sociale, Vicero 1968, Chevalier 1972, Hendrickson 1980, Sorel 1981, Jacobson 1984, Richard 1998, Quintal 1982, 1985, 1996, L'identité ethnique elle-même, Thomson 1975, Guignard 1976, Bérubé 1986, Peloquin-Faré 1981, 1984, La littérature elle-même, Santerre 1974, Guillet 1978, Quintal 1992, et le folklore et les traditions, Aubé 1985, Lane 1990, pour en citer quelques-uns. De même, de nombreuses études ont traité de la langue elle-même et des questions linguistiques. Le maintien et la revitalisation linguistique, Carroll 1980,
Dugas 1974, Giguère 1970-1979, Guerette 1979, La phonologie Fischer 1976, Poulain 1973, Martel et Martin 1978, Kelly 1980, Le lexique, Locke 1949, Poulain 1933, Brault 1961, Aubé 1985, La syntaxe, Bernard 1980-1982, et les attitudes envers la langue dans le cadre culturel, Peloquin-Faré 1981. 1984, Lambert et Al, 1975A, 1975B, 1976, Bérubé 1986. Plus récemment, on voit des études de langue dans un cadre sociolinguistique, Fox et Smith 2005, et les chercheurs continuent jusqu'à présent à examiner des questions de langue et d'identité culturelle dans plusieurs universités de la région. Ces ouvrages ont inspiré et à la fois ont reflété un mouvement de renouveau linguistique et de revalorisation culturelle qui trouvait ses pairs dans les mouvements sociaux des années 1960, la libération de la femme et la revendication des droits de minorités, noirs américains, amérindiens, hispanophones, etc. Suite à ce mouvement, on voit également l'établissement d'organismes ayant comme but l'étude et la promotion de la civilisation elle-même en Nouvelle-Angleterre. On note surtout la création du Franco-American Resource Opportunity Group à l'Université du Maine en 1970, dont le sigle, FAROG, suggère frog, grenouille, terme anglais péjoratif pour les francophones mais qui, comme le note Doty 1995 page 10, représente un effort exprès de réapproprier un terme négatif pour l'associer à une identité culturelle positive. Le FAROG, dès ses débuts, publie un journal consacré à l'expérience franco-canadienne qui existe toujours encore, et qui a eu une influence importante sur la communauté de recherche et qui a influencé la création d'autres organismes dont l'Institute on French Canadian Culture au St. Francis College, Bedford, Maine, en 1971, le Centre franco-américain à l'Université du Maine en 1972 et à l'Institut français French Institute à Assumption College, Worcester, Massachusetts en 1979. Plus récemment, on compte le développement du Franco Center à Lewiston, Maine, le Franco-American Center of Salem 2005 et le Franco-American Women's Institute, FAWI, ce dernier visant l'expression écrite par les femmes d'héritage franco-canadien. De façon similaire, on compte aujourd'hui de nombreuses collections spéciales et archives historiques franco-américaines dans plusieurs grandes bibliothèques universitaires de la région, et la popularité de festivals franco-canadiens tels que la Kermesse de Bedford, Maine depuis 1982. D'autres ont lieu à Waterville, Maine, à Lewiston, Maine et à Woonsocket, Rhode Island. En ce qui concerne le renouveau linguistique, il faut observer que la Nouvelle-Angleterre, pour sa part, a essayé en 1974, comme le note Richard 2002, de suivre l'exemple de Louisiane en créant sa propre version du codophile, CODOFINE, Council on the Development of French in New England. Malheureusement, ces efforts n'ont pas réussi, et Quintal et Côte-Noire, 1983, remarque que l'organisation a cessé d'exister en 1978, faute de soutien financier. En effet, si les efforts de renouveau et d'éveil culturel ont eu un certain succès en Nouvelle-Angleterre, les efforts de revitalisation linguistique ont en grande partie échoué. Selon les statistiques du American Communities Surveys, basées sur les recensements américains de 2000 et 2010, le nombre de locuteurs du français en Nouvelle-Angleterre, qui était à 263 100 personnes en 2000, est tombé à 193 338 en 2010, ou une perte de 26,6%. Parmi les 5 à 17 ans, les statistiques sont un peu moins dramatiques. Une chute de 16,5% globale au cours de la même décennie, de 21 285 personnes en 2000 à 17 756 en 2010. D'une façon, le taux de perte du français en Nouvelle-Angleterre est moins élevé qu'en Louisiane, mais le nombre brut de locuteurs reste assez bas par rapport aux décennies passées, et dans ce contexte, un taux de perte de jeunes francophones qui dépasse 20% en 10 ans, ce qui est le cas dans la plupart des États de la région, peut poser de graves problèmes pour l'avenir de la langue et pour les efforts de maintien. Le français et les jeunes. Les jeunes de la Louisiane et de la Nouvelle-Angleterre d'aujourd'hui grandissent dans un milieu où la culture s'avère plus valorisée et plus soutenue par des organismes officiels et par la société en général, que par rapport au passé.
De plus, l'usage du français est encouragé par un mouvement de renouveau culturel, par l'appui de cours de français, de programmes d'immersion, et par les efforts de groupes tels que le Codophile. La valorisation culturelle et l'appui de la langue créent des conditions positives pour l'apprentissage et l'usage de la langue, mais ils ne peuvent pas garantir son acquisition. Le grand problème dans les deux zones francophones en question demeure donc l'acquisition du français par les jeunes. Pour pouvoir l'acquérir, il devra y avoir la transmission de la langue dans les foyers, dès le bas âge, par les parents, et un usage plus généralisé au niveau de la société. Le sociologue et linguiste Joshua Fishman, 1991, pour sa part, propose une hiérarchie d'objectifs concernant le rôle, l'acquisition et l'usage d'une langue menacée selon une échelle, Graded Intergenerational Disruption Scale Guides, selon laquelle la revitalisation de la langue commencerait avec la création d'une population d'adultes ayant une bonne compétence dans la langue, puis on vise l'intégration sociale des locuteurs de cette langue, ensuite la promotion des apostrophes. Interaction dans cette langue entre locuteurs d'âges différents. Ce qui est d'une moindre importance dans le modèle de Fishman est l'usage de la langue dans le système éducatif, dans le monde de travail et dans les sphères officielles et gouvernementales. Il en va de même pour ce qui concerne la promotion du lettrisme dans la langue. Ce qui semble être le cas dans les mouvements de revitalisation linguistique en Louisiane et en Nouvelle-Angleterre, est que l'emphase n'a pas été suffisamment mise sur l'acquisition l'usage de la langue parmi ses pairs et avec les membres d'autres générations. La question d'acquisition est bien sûr un grand obstacle potentiel pour les efforts de renouveau linguistique. Pour certains vivant en milieu bilingue, son exposition à la langue seconde, et donc son acquisition de cette langue, est souvent incomplète, car son usage est limité ou contraint par les pressions sociales, telles que la stigmatisation ou les attitudes négatives envers la langue. Comme résultat, ces locuteurs d'héritage, du terme anglais heritage speaker, démontrent des lacunes importantes dans leur capacité linguistique, par exemple une maîtrise imparfaite du système verbal, des difficultés à parler au passé, un manque de vocabulaire important, etc. Quand ils parlent, ils emploient souvent des mots empruntés à la langue dominante, ils changent de langue en pleine phrase ou conversation, alternance de code, ou ils évitent complètement l'usage de langue de crainte de se faire voir incapables de parler correctement. Si leur compétence orale paraît limitée, leur compréhension auditive est par contre souvent très bonne. Ce genre de jeunes locuteurs, très nombreux dans des contextes d'étiolement linguistique, peuvent avoir des conséquences négatives pour les efforts de maintien ou de revitalisation. En raison des lacunes présentes dans leur compétence orale de la langue seconde, dont ils sont souvent conscients, ces locuteurs d'héritage peuvent avoir des difficultés à communiquer avec des locuteurs pleins de la langue et ils peuvent eux-mêmes être sujets à des jugements portés sur la qualité de leur langue cassée par les locuteurs natifs plus âgés. Comme résultat, il n'est pas surprenant de voir chez les jeunes francophones de ce genre une tendance à éviter l'usage actif de la langue. Si éventuellement ces jeunes ayant une maîtrise imparfaite et incomplète du français, devenus adultes, essaient de transmettre la langue à leurs enfants, ils transmettront une variété caractérisée par une influence forte de la langue dominante au niveau de la phonologie, simplification du système phonétique et remplacement des sons de la langue cible par des sons similaires. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.